Oui, alors le programme du colloque dit mot de fermeture. Il faut prendre le mot au mot, je veux dire à la lettre. Je n'ai pas l'intention de faire un discours, surtout je n'ai pas la témérité de faire une conférence après Vittorio Hussler. Je n'ai pas cette témérité. Vous comprenez? Mais je pense que la planète a quand même beaucoup d'espoir encore, tant qu'il y aura des Vittorio Hussler. Merci. Merci beaucoup, Vittorio. Mais de fermeture, ça c'est tout à fait faux, parce que on commence, en fait. Hein, on commence. Une bonne conclusion, tout le monde le sait, consiste à dire, bon, on est rendu là, mais voici ce qui reste à faire. Et c'est ça. Je voudrais dire quelques mots sur ce qui reste à faire. Je vais d'abord rappeler ce que j'avais dit dans la conférence d'ouverture et ensuite énoncer quelques projets. Vous vous rappelez que j'avais dit que le problème aujourd'hui, justement, les problèmes sont d'une telle complexité que nous avons besoin de plus en plus du transdisciplinaire, de faire appel aux différentes disciplines qui chacune jette une lumière indispensable sur ces problèmes, et c'est certainement le cas du problème écologique, enfin des problèmes dont nous avons discuté dans ce colloque. La preuve, c'est justement les 3 jours que nous avons passés, entre autres. C'est complexe. Et le problème, c'est que cette complexité, évidemment, ne peut pas, ce concours de différentes disciplines ne peut pas se contenter de juxtaposition des différentes disciplines, mais qu'il faut un principe unificateur. Et je donnais l'exemple de l'université, que dans l'université, si on fait le tour de toutes les facultés et départements, chacun a quelque chose d'important à dire sur l'être humain. L'être humain est aussi un paquet de molécules, etc., etc. Il faut savoir tout ça. Mais au bout du compte, une fois que vous avez fait le tour de toute l'université, vous n'avez toujours pas l'être humain. Faites la somme, vous n'avez pas l'être humain, pas du tout. Et là, c'est là que la philosophie est essentielle pour le concret. Il faut un principe unificateur. S'agissant de l'université, le mot université contient le mot un versus multa, si vous voulez, comme l'universel. Mais je ne prétends pas ici faire un discours là-dessus. On va laisser ça à l'administration de notre université, s'ils en sont capables. Mais je me contente d'appliquer cet exemple à ce problème extrêmement complexe, donc, de l'écologie et de l'avenir de la planète. Et j'avais proposé justement, donc, vous vous rappelez, que le principe unificateur, à titre d'hypothèse, ce serait la dignité. Vittorio a très très bien répondu sur la difficulté, justement, et le danger de mal comprendre ce qu'on veut dire par dignité humaine. Alors la question que je vous pose, je vous invite à y réfléchir, je vais parler encore un petit peu, puis après je vous demanderai de parler si vous voulez. La question que je vous pose, c'est est-ce que la preuve a été faite ou non que c'est une approche qu'on a réussi, pour le dire brutalement, ou pas. Bon. Réfléchissez. Pendant ce temps-là, je vous annonce des choses, puis ensuite vous allez tous me répondre ou me poser à votre tour des questions, si vous voulez bien. Alors, d'abord, je rappelle à tous les conférenciers que nous allons publier les actes du colloque, que nous ne vendrons pas à 1 million d'exemplaires, en effet. Et que donc, vos contributions, on sera tous très heureux de les recevoir dans les meilleurs délais. Oui. J'ose pas vous donner un délai tout de suite, on va délibérer ça en équipe, là, puis on vous le dira. Mais enfin, pas trop tard, c'est évident. Nous avons aussi le projet de rédiger un manifeste, mais un manifeste efficace, donc il ne sera pas trop long, sinon il sera lu par personne. Quelque chose comme 6-7 pages, et avec l'aide de tous ceux qui sont, et celles et ceux qui sont prêts à nous aider. Et vous serez invités, les conférenciers, mais aussi toutes celles et tous ceux qui sont prêts à le faire,
vous serez invité à signer ce manifeste, à condition, bien entendu, que vous soyez d'accord. Ça va de soi. On pourra aussi le traduire en anglais. Essayez d'avoir une bonne diffusion. Hein. Et parce que, comme ça a été abondamment dit, à juste titre, il faut absolument agir. Il faut absolument agir. On ne peut pas simplement parler. Il faut parler pour voir plus clair, dialoguer pour voir plus clair, mais il faut passer à l'action. Et l'action première, c'est l'éducation. Et toute la culture est éducatrice. Donc il faut, comme disait si bien Fernand Dumont, il faut s'impliquer dans la culture, voir à la culture. Chacune et chacun à sa manière. Et bien sûr, dans l'éducation au sens ordinaire du terme, cela va de soi. Et très tôt, comme vous disiez, Victor, tout à l'heure en réponse à une question, très tôt, que les jeunes soient mis au fait. Il faut avoir confiance aux jeunes. Moi, je pense que j'ai toujours eu très confiance aux jeunes. Je n'ai jamais été déçu. Je suis convaincu que si on pense aux jeunes, on s'en occupe, et on les éveille au fait, tout simplement. Le drame des États-Unis, enfin, il faut que je me retienne, mais le drame des États-Unis, c'est vraiment l'ignorance. Et les écoles, c'est désastreux ce qui se passe dans le monde de l'éducation américain. La preuve, c'est l'élection de Trump. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Ben non, ce n'est pas une autre histoire, c'est une preuve assez écrasante, oui. Et puis, j'invite, troisième chose, j'invite tous les jeunes qui sont ici, ils sont nombreux, ils ont été nombreux au colloque. C'était notre but, peut-être un de nos buts principaux, à prendre eux-mêmes des initiatives dans le sens mutatis mutandis, dans le sens du présent colloque, et à d'autres en faire aussi. Je veux dire, il faut un éveil, une prise de conscience. Sans ça, en effet, on ne se rendra pas à la fin du siècle. Je pense que c'est vrai. Oui, c'est vraiment très sérieux. Alors, c'est ça. Et si je reviens un peu à ce que je disais là, sur l'unité du point de vue, enfin, du principe unificateur, c'est que il faut voir dans quelle mesure une telle méthode peut réussir, mais il faut vraiment travailler dans ce sens-là, je veux dire, essayer de... Parce que par la dignité humaine, on disait aussi, dès le début, on l'a dit d'ailleurs, je vous en rappelle, la liberté de chacune et de chacun. Nous avons la dignité de possibilité de choix, et nos choix doivent être éclairés. Et justement, comme disait si bien Condorcet, il n'y a pas de liberté pour l'ignorant. Il n'y a pas de liberté pour l'ignorant. Comment voulez-vous qu'un ignorant choisisse? Entre quoi? Il ne connaît rien. Comment est-ce qu'une nation qui refuse d'écouter les scientifiques, comme ça a été dit dans ce colloque, d'ailleurs par plusieurs d'entre vous, le problème est idéologique, le problème des climato-sceptiques aux États-Unis, de Trump en particulier, c'est purement idéologique. 97% des scientifiques américains sont d'accord sur tout ce qui a été dit et répété ici par des gens très compétents comme Marcel Babin et d'autres sur les changements climatiques. Donc, pourquoi ne pas écouter les scientifiques? Ils disent la vérité, c'est leur métier tel que nous la connaissons maintenant. On connaît encore très imparfaitement, on progresse toujours, mais c'est tout ce qu'on sait déjà qui est vrai. C'est vrai, là, tout ce drame des changements climatiques et tout le reste qui s'ensuit, et la misère qui s'ensuit des gens qui vivent près de la mer, etc., comme les peuples autochtones. Alors, tout ça, c'est vrai. Alors, si c'est vrai, il faut faire quelque chose. Et pourquoi se laisser prendre par un discours idéologique, par un discours débile des médias, certains médias, pas tous, pas du tout. Heureusement qu'on a des médias qui sont éclairés, mais enfin. Alors s'il y a un lieu où ça doit être fait, c'est bien l'université, où on est censé être éclairé. Non, c'est bien. C'est une question. Est-ce qu'il est possible de pratiquer le plaisir de la dignité
de ressentir la joie de la pensée. Et quand on est un chasseur qui a mangé à sa faim et qu'on rencontre un gibier très attirant pour son appétit et qu'on le laisse vivant. Et qu'on le laisse vivre. Ah oui, ah oui. Moi, je pense que l'avenir de la philosophie, avec se contenter de parler des philosophes entre eux, ou d'un philosophe ou de l'autre, c'est très louable, c'est très bien, il faut le faire. Mais je pense que la philosophie, devant l'urgence de certains problèmes, dont celui-ci, et elle qui a toujours eu, s'est reconnue cette tâche, comme je l'ai rappelé dans le discours d'ouverture, depuis au moins Pythagore, de s'occuper de la totalité du tout, a de plus en plus comme mission de se préoccuper de questions comme celle-là, questions qui concernent tous les humains. Et celle-là, je pense, comme ça a été dit et redit, semble tout à fait évidente. Oui, ça. On n'a qu'une vie, la vie tellement extraordinaire, tellement belle, elle peut être tellement belle, tellement tragique, suicide des jeunes. Ici au Québec, aucune raison, sauf bien sûr le fait qu'on ne trouve pas de sens à la vie. Si on ne trouve pas de sens à la vie, c'est parce qu'on a baigné dans ces Mozart assassinés. C'est Mozart assassiné de Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes. Quand il est dans le jardin public, ce qui me tourmente, il voit des jeunes qui jouent là, et ce qui me tourmente, c'est Mozart assassiné. Si Mozart n'avait pas été encouragé, il avait vu son père qui était quand même musicien, malgré tout son talent naturel, prodigieux d'ailleurs par ailleurs, Mozart aurait été assassiné. Alors tous ces enfants qui n'ont pas reçu d'éducation dans le sens surtout affectif, qui n'ont pas découvert le beau, qui n'ont pas découvert la joie, et qui donc ne peuvent avoir recours qu'à des succès d'années, à des prisons comme les drogues, etc., qui enlèvent la liberté. C'est ça le drame. C'est sûr que c'est la culture. Il faut travailler dans la culture, il faut travailler sur l'éducation avant tout. Et le plus tôt possible, et surtout dans la famille, évidemment, l'affection dont les enfants ont absolument besoin. L'affectivité précède, Platon l'avait déjà dit dans les lois, le beau précède la raison d'une certaine manière. Il faut de la raison pour apprécier, contempler le beau en tant que tel, mais quand même, il y a toute une responsabilité sociale, culturelle, considérable, et qu'il y ait des suicides. Dans les peuples autochtones, moi, j'ai aucune autorité pour parler des peuples autochtones, mais plusieurs l'ont fait ici très, 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 très bien. Et c'est ça. Mais nos Québécois aussi, hein, il y a un taux de suicide et d'autodestruction. Puis là, on s'amuse avec le cannabis, d'autodestruction qui n'a pas de raison d'être. C'est un scandale, ça ne devrait pas être. Puis en plus, quand on compare comme nos jeunes comparés à tant d'autres habitants de cette planète, sont quand même très privilégiés. En tout cas. Chez les garçons en particulier, c'est ça, oui. Pourquoi ? Vous vous demandez pourquoi. On est tous responsables, probablement. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut prendre des moyens. Et comme nous avons dit, dans la publicité autour du colloque et dans les documents, les différents documents que vous avez reçus, ou dont vous avez pris connaissance, nous avons pensé et nous avons découvert que nous avions raison. On fait la preuve dans ce colloque que nous avions raison. Nous avons pensé que nous avions à apprendre des autochtones eux-mêmes, de leur sagesse, notamment dans la question du rapport de l'être humain à la nature et dans la façon dont ils respectent la nature, etc. Bon, on l'a entendu dans ce colloque-là.
Ils ont tous fait ça d'une façon ou d'une autre. Et c'est une leçon. C'est une leçon qu'on doit accepter de prendre, qu'on doit accepter. Mais je ne veux pas trop parler, là, je ne veux pas trop parler. Merci à tout le monde. Merci.